Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranaiんだろう。だから今からですね。Il a fallu arriver cette superbe envoi. Par-dessus la troisième corde, vous êtes en retard, Philippe. Ouais, mais parce que ça va très vite, ça va cette très vite. fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième Mais corde. c'est pas tout, regardez qui est passé. Dime Awesome. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. Alors numéro un petit peu spécial, vous avez été habitués au hors-série, là on a décidé de garder la numérotation avec un petit peu un numéro profil. Alors profil de qui, de quoi ? D'un catcheur en l'occurrence, et un petit peu de discuter qu'est-ce que c'est que on va dire la vie de quelqu'un qui pratique le catch. Je vais pas faire plus long, donc toujours Medides que j'ai la fâcheuse tendance à oublier de me présenter, et je vais vous donner tout de suite le nom de la personne qui est avec nous, et en l'occurrence Volodya. Salut Volodya. Salut Mehdi. Alors justement, je vais te laisser te présenter brièvement ton personnage, et puis on continuera juste après un petit peu à parler de qu'est-ce que ça représente entre guillemets dans ta vie, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton personnage, les entraînements, etc. On se laissera porter au fil de tes anecdotes et de ta carrière. Ça marche. Du coup, moi, comme tu m'as fait remarquer, je m'appelle Volodya. Autant dans la vraie vie qu'en personnage. Dans la vraie vie, je m'appelle Volodya Panak. Ouais. En personnage, mon personnage s'appelle Volodya Parker. Petite différenciation, mais qui a son importance, due à l'origine de mon personnage, qui est plutôt un personnage typé cow-boy américain. Ouais. Alors que Volodya Panak, ça sonne pas l'Amérique, ça sonne plutôt le Grand Est. C'est ça, à la rigueur, le Grand Est qui a immigré pour le American Way of Dream, et voilà. Encore. Ok. Et donc voilà, il y a, comme tu dis, cette petite distinction-là. Et alors, ton personnage, est-ce que justement, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il y a une petite particularité dans ton jeu d'acteur qui tout de suite se remarque. Du coup, mon personnage Volodya Parker, comme je dis, c'est un cow-boy un peu à l'américaine. Mes plus grosses influences là-dedans, c'est le personnage joué par Clint Eastwood dans la trilogie du dollar. Ok. Et le personnage de McCree dans Overwatch, entre autres. D'accord. Et un peu tout ce qui est western spaghetti. Ok, dans un jeu vidéo, le jeu vidéo Overwatch, pour ceux qui seraient uniquement fans de catch et pas de... Mais bon, la culture pop, vous le savez, c'est tellement mixé maintenant que je serais étonné que vous ne connaissiez pas. D'accord, donc c'est ce mix-là, et donc la particularité à laquelle je pensais, c'est la langue que tu utilises sur le ring, en l'occurrence. Du coup, je me sens un peu plus à l'aise dans le fait de parler en anglais. Quand je parle au public, du coup j'ai décidé de garder mon personnage que en langue anglaise. Ou même quand je me produis en France, je ne parle qu'en anglais, mes promos seront en anglais sur le ring. Si j'ai besoin d'interloquer mon adversaire ou n'importe qui, ça sera en anglais toujours. Je fais attention à ne pas briser le personnage, ouais. Très important. Le fameux kayfabe, on renvoie nos auditeurs, auditrices au numéro, on a expliqué tout ça en détail. Mais sinon, à part ça, mon personnage est assez. C'est un brawler plutôt classique, un brawler technique plutôt classique, au final. Rien de bien extravagant, je suis pas un grand high flyer. Déjà, là où je me produis pour le moment, c'est un peu bas le plafond.
Effectivement, on a un peu pressé, donc c'est au bar le Lucha Libre et c'est vrai que c'est difficile d'être, comme tu dis, high flyer, donc de faire des sauts au troisième corde. Tu ne peux pas être un Prince Puma en l'occurrence. On en a qui le difficilement. font, hein. Ouais, mais c'est risqué. Bon, en même temps, le catch, voilà. D'accord, donc plutôt vraiment lutteur assez intense, des signatures moves du type suplex que tu aimes bien, ce que j'ai pu voir. Je prends entre autres les Tres Amigos Ouais. des Guerrero, Ah oui. avec les trois back suplex enchaînés que je modifie souvent par des snaps plutôt que des souplesses verticales directement. Je trouve ça juste plus facile et plus rapide dans l'exécution. Et j'ai un Tornado Stunner qui est somme toute, de ce qu'on me dit, assez joli à voir. Oui, je confirme, c'est assez donc en l'occurrence pour le décrire un petit peu, c'est bien, si tu m'arrêtes si je me trompe, celui où tu pars effectivement en appui sur les coins de ring et où tu finis effectivement par un stunner entre guillemets un peu plus classique, mais ça donne un côté effectivement aérien et dynamique plutôt chouette. Je t'ai entendu parler de snap, peut-être préciser pour les auditeurs auditrices à quoi ça correspond. Alors, la différence entre un mouvement en snap Ouais. et un mouvement régulier, donc par exemple en prenant l'exemple d'une souplex, c'est que pour la souplex, tu vas bien relever l'adversaire complètement, être bien droit et après partir en arrière, alors qu'une snap, c'est une version, donc snap c'est plus rapide. Ouais. Tu vas juste partir directement, dès que tu vas le soulever, tu vas tout de suite enclencher ton mouvement de descente. Ce qui permet en fait de réduire l'espace en termes de hauteur, Oui, donc qui vient aussi avec le fait, comme j'ai dit, que je me produis dans un endroit bas de plafond. c'est ça. Donc les snaps étaient un peu la seule bonne manière de faire des souplexes. Et ça permet de réduire l'espace en hauteur et aussi l'espace dans le ring que je vais prendre sur cette souplex. Ce qui peut être bien par exemple dans des cas où on fait des tags, des matchs à plusieurs, Ouais. ou dans le cas par exemple d'un Rumble, d'une Battle Royale. Donc des matchs vraiment avec beaucoup de participants. Et- C'est sombre là. Voilà pourquoi est-ce que je fais surtout des snaps D'accord. dans une question de gérer mon espace. Après, si j'ai l'espace, si j'ai la hauteur et Ouais, bien l'espace sûr. dans le ring, je peux m'adonner à une souplesse verticale. Ouais. Mais Mais après, pour l'instant, voilà, essentiellement. pour l'instant, non. Et puis Ouais. j'ai pas non plus forcément la carrure Mhm. pour faire un peu comme Bobby Lashley, tenir la Effectivement. souplesse verticale Oui. pendant 20 minutes et puis tomber Oui. après. J'ai pas nécessairement de la carrure pour le faire, donc ça rendrait pas forcément bien. Mm. Je peux le faire, mais je le fais pas nécessairement. D'accord. Et puis comme tu dis, c'est aussi ça rajoute à ton arsenal technique, c'est-à-dire que tu tiens pas à la Bobby Lashley pendant très très longtemps, mais tu es capable d'exécuter aussi en intégrale, mais ça te permet aussi de faire quand tu as des conditions de match qui sont un peu spécifiques. Alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur ton personnage, l'inspiration. Donc Eddie Guerrero rappelle malheureusement catcheur qui nous a quitté. Il n'y a jamais de date. Quand on dit trop tôt, c'est toujours un peu particulier, mais c'est vrai qu'il est mort très jeune. Je crois même pas la petite cinquantaine, si je dis pas de bêtises. Moins que la cinquantaine, hein. Enfin voilà, avec en plus des tristes soupçons que c'était dû à de la prise, comme malheureusement assez souvent, de peut-être tout ce qui est produit pour les perfs et compagnie. Et bref, au-delà de cette parenthèse-là, donc il a un style assez atypique pour revenir aux choses un peu plus joyeuses, du style cheat to win, donc tricher pour gagner. Alors toi, est-ce que c'est entre les deux ou est-ce que tu préfères plus cultiver le côté vraiment provoque ou aussi tricher pour gagner, prêt à tout Je suis pas forcément adepte de la triche comme faisait Eddie, ouais. Par exemple le classique, Oui. jeter la chaise sur l'adversaire et faire genre il s'est pris un coup, Voilà, un coup faire dessus croire, pour, se faire pour gagner par disqualification. Ouais. Je suis pas forcément fan là-dedans. Après il m'empêche que parfois Oui. mon personnage est amené à c'est pas de la triche, il joue juste avec le compte de 5, il est dans le coin, j'ai 5 secondes pour le frapper. C'est pas de la triche, je manipule les règles, c'est tout. Après, non, je suis pas forcément pour tricher, par exemple, sortir une chaise et frapper l'adversaire au milieu d'un match. Alors, je dis pas que je le ferai pas avant ou après un match, hein. Mais une fois que la cloche a sonné, je prouvais au public, à mon adversaire, au promoteur, à tout le monde dans les coulisses que je sais ce que je fais, je peux aller one-on-one avec plus ou moins tout le monde, que j'ai pas besoin d'une chaise, j'ai pas besoin d'une batte de barbelé pour le faire.
C'est vraiment tes capacités qui font la différence, mais ça t'empêche pas de rajouter vraiment à la hit et comme tu l'as fait dans un intéressant show justement, un peu entamer ton adversaire juste avant que la cloche ne sonne, mais ce qui t'a pas empêché de quand même gérer le match derrière. Très bien. Donc du coup, ça t'est venu du fait d'être à l'aise avec la langue anglaise comme tu me parlais avant, ou est-ce que tu t'es dit que c'était vraiment un travail de personnage plus global, te dire comme ça, tiens, je vais me mettre à parler en anglais, ça me permet aussi de me distinguer, surtout pour l'instant en tout cas, dans un pays qui est francophone. Non, pas vraiment. En fait, le fait est qu'on m'avait demandé une fois de faire une promo, de réfléchir à une promo. D'accord. Qui n'a jamais eu lieu en l'occurrence, pour des circonstances hors de mon pouvoir. Oui. Mais le fait est que j'arrivais pas à trouver les mots en français. Que même dans ma vie de tous les jours, quand je m'exclame, quand par exemple je réfléchis, quand je me parle à moi-même, j'ai tendance à me parler en anglais. Du coup, les mots me venaient plus facilement en anglais. Et mon personnage n'était pas encore complètement défini à cette époque. Je voulais faire un petit peu un cow-boy, mais j'étais pas sûr. Et je me suis dit, ça peut marcher. En France, on n'a pas beaucoup. Je pense qu'on a quelque chose qui manque par exemple en France, dans le catch français en France. Ouais. Le catch français en France, c'est bien ça. C'est des personnages. Ouais. On a beaucoup de très grands talents. Ouais. On n'a plus vraiment de personnages. Oui, c'est quelque chose assez dans tout le catch indépendant, même en général. On a perdu un petit peu ces personnages et je voulais un petit peu revenir à cette idée de personnage. Donc voilà, avec un personnage un peu larger than life, à savoir un cowboy, et pas juste moi, Volodia, un très bon catcheur, machin. Non, je veux vraiment jouer sur mon personnage. C'est pour ça que je vais all-in un peu avec le fait de catcher et de parler en anglais. Ouais, ok. D'accord, c'est assez intéressant. Puis ça me rappelait un truc qu'a dit ce côté dernière minute entre guillemets, qui a un petit peu conditionné l'utilisation de l'anglais pour ton personnage. C'est ce côté un peu dernière minute. Tiens, même lui expliquait que son pseudo, Dick Rivière, donc un catcheur français qui est actuellement un champion de l'APC, voilà, qui est au Mexique jusqu'en juillet. Voilà, c'est ça qui a sa tournée quasi annuelle, je crois, où il va effectivement se ressourcer là-bas. Et en l'occurrence, il m'expliquait que son pseudo, enfin son nom de scène, lui est venu à la dernière minute, quoi, sur un délire comme ça un soir. Donc voilà, c'est la fin de la petite anecdote. Alors on va venir à un truc qui est un petit peu plus. C'était aussi le but de cette émission-là, c'était un peu d'expliquer aux gens, voilà, quand on veut commencer le catch, au-delà de comment toi tu y as été confronté, ça se passe comment, le déclic des entraînements pour les gens, tu vois, qui se bloqueraient ou qui se diraient c'est comment, qui je contacte, qu'est-ce que je fais, maintenant ça doit être compliqué de trouver un espace où est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce qu'on peut trouver des lieux en France pour pratiquer? Alors je t'aurais dit oui, c'est dur. Ouais. Il y a 3-4 ans. Ouais. Peut-être plus. Il y a 5 ans, je t'aurais dit ouais, c'est compliqué. Maintenant, ça l'est plus du tout. Maintenant, on a beaucoup de structures très compétentes, que ce soit en Ile-de-France et même au-delà, ouais. dans le reste de la France, qui sont pour le coup des nids à talent vraiment impressionnants. Ouais. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je m'entraîne à l'APC. Mais si vous voulez essayer, dans un cadre assez dur et très professionnel, l'APC, donc l'Association professionnelle du catch à Nanterre. Et là, vous avez la très ancienne FFCP de Marc Mercier, donc ancien catcheur français. Donc vous avez la FFCP qui est basée vers Villejuif, donc en banlieue sud. Plus loin, par exemple, en Bretagne, vous avez la NWC. Vous avez plein de. Il y a Westcatch aussi, qui, si je me souviens bien, Westcatch doit avoir un centre de formation. Il me semble, oui. Oui. Et si vous cherchez en Ile-de-France, c'est pas ça qui manque. Et après, vous aurez peut-être un petit peu à vous déplacer. Ouais. Mais c'est trouvable. Si vous avez par exemple une voiture et que vous êtes vous avez la motivation de rouler un petit peu, par exemple, rouler une petite 50aine de kilomètres pour y aller. Perso, moi je vous le conseille et je pense que c'est faisable maintenant. Et on a une époque où le catch est un peu. La pratique du catch est accessible un petit peu à tous, dans diverses catégories, bien sûr. Je ne vous dis pas que vous allez être le prochain Roman Reigns ou prendre le catch français, le prochain Tristan Archer ou Clément Petiot à la WWE. Voilà. Mais vous pouvez être très bien un hobbyiste, un hobbyiste catcheur, il n'y a pas de souci. Ce
qu'on appelle en anglais les weekend warriors. Ils ne se battent que le week-end parce que le reste ils ont un travail. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on vous demande, là, c'est de respecter le ring, de respecter l'art. Tant que vous êtes respectueux de l'art et que vous donnez au moins à fond et de votre personne, de tout votre cœur, nous on est prêts à vous entraîner. Et les entraîneurs de l'APC, de la FPWO, de Westcatch vous accueilleront à bras ouverts, j'en suis sûr. Peut-être maintenant, c'est peut-être un petit peu tard, mais en septembre, à partir de septembre, les saisons recommencent. Oui. Avec la rentrée des classes, souvent les centres de formation rouvrent. Du coup, je vous incite très fortement à recommencer, à vous jeter dedans pour la saison 2018-2019. Essayez. Souvent, vous pouvez faire 2 ou 3 entraînements gratuitement pour prendre un petit peu le pli. Savoir si ça vous plaît vraiment, et si ça vous plaît, bienvenue dans la famille. Et puis passer le choc littéralement des premières sessions d'entraînement. On dit ça effectivement avec le sourire parce que ça va de soi pour nous, mais c'est vrai que c'est une réalité. Pour certains, que ça peut peut-être être bloquant, mais en général, c'est vrai que quand on a passé le cap et qu'on vient au-delà du côté de par-dessus la jambe et de la curiosité, c'est plutôt en règle générale pour rester. Alors, tu as lâché un mot qui est assez intéressant. Tu as parlé de l'art du catch. Bon, c'est assez fréquent chez les gens qui sont très investis, voire professionnels. Toi, je vais commencer déjà dans l'ordre. La première chose, c'est quel est ton rapport justement au catch. Il y a évidemment le mot de passion, mais là, quand même, tu as utilisé une autre dimension qui est le terme d'art. Qu'est-ce que tu exprimes par ça en utilisant le terme d'art pour le catch? Alors, pour moi, le catch, je le place au même niveau que les arts filmiques et les arts du spectacle. C'est un art du spectacle au final. Donc je le place au même niveau que par exemple le cinéma ou le théâtre, ou même dans une mesure peut-être un peu plus grande le jeu vidéo. Mais ça c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Dans le fait est que même si il y a toute cette dimension sportive, cette dimension athlétique, au final c'est une représentation théâtrale pour donner du divertissement aux gens, dans laquelle on donne de notre personne et on s'exprime au travers de nos mouvements et au travers de nos personnages. Du coup, pour moi, c'est au même titre, ça rentre vraiment, c'est très analogue au théâtre ou au cinéma directement. Et de ce fait, vu qu'on considère le théâtre et le cinéma comme des arts, pour moi, le catch est un art. Tu vois pas pourquoi ça en serait pas. Très bien, ça répond très simplement à ma question. Et la deuxième question, c'est justement les degrés d'investissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas pour autant... Bon, évidemment, quand on est professionnel, c'est un degré qui est encore, bien entendu, supérieur. On en a déjà parlé un petit peu à d'autres moments, mais il y en a un qui est quand même assez principal et qui se pose beaucoup pour les catcheurs français, qui est le fait de pouvoir relativement vivre de sa pratique, ce qui est quand même excessivement rare. Je pense que les catcheurs français qui en vivent se comptent sur les doigts d'une ou peut-être 2 mains, et encore, je suis peut-être gentil. Non, moi, comme ça, de tête, je pourrais vous citer les grandes pointures telles que Tristan Archer et Tom Laroufa, qui ont été tous les deux passés par le système WWE. L'un avec Tom Laroufa avec la NXT et qui après allait à Impact, à l'époque TNA Impact. Et Tristan Archer, que vous avez retrouvé sous le nom de Clément Plotio durant le Cruiserweight Classic, c'est ça. Qui eux tournent régulièrement dans toute la France déjà, en Europe. Dans toute la France, mais surtout à l'international, en Europe. Récemment, Clément Plotio, Tristan Archer et Tom Laroufa étaient à Kuwait City pour un tour entier de tout le Koweït en l'occurrence. Où ils ont catché pendant une semaine, si je me souviens bien, dans le Koweït, qui est plutôt, c'est plutôt impressionnant quand même de dire que c'est des Français qui vont aussi loin. On a Senza Volteo aussi qui vit un petit peu de ça, si je me souviens bien. Beaucoup en Allemagne ces derniers temps, où il plaît pas trop mal. En Turquie aussi, il y a peu. Enfin voilà, des pays, des fois, ça, on y reviendra peut-être un jour sur une émission cartographie qu'on soupçonne pas forcément quand on commence à s'intéresser au catch. C'est vrai que moi-même, je dis tiens, le Portugal, j'aurais pas forcément pensé, voir la Suisse. Le catch en Turquie, au Koweït.
Ouais. Tu m'aurais dit ça il y a 2 mois. Ah oui. Non, il n'y a pas de scène là. Non, en Turquie, en Turquie, apparemment, c'est c'est pas comparable aux infrastructures japonaises ou américaines, évidemment, mais c'est ça. Très bien. Et du coup, ça me permet de revenir à l'idée de qu'est-ce que ça représente pour toi ta pratique, parce que forcément, pour un professionnel, on peut à peu près vaguement se projeter, se dire voilà, il faut avoir tant de rentrées d'argent. Si on n'en a pas suffisamment, il faut une pratique financière à côté. Toi, on peut dire que tu as un niveau qui se rapproche du semi-pro, on pourrait dire. Oui, au sein de mon centre de formation, les gens de mon niveau, on est considérés comme des rookies / semi-pro. Ouais. On n'est pas au niveau par exemple des Haybuck ou des Christianium le surréaliste. Voilà, d'autres catcheurs de la PC. Et catcheurs français. Ouais. Mais on te confie typiquement des formations, des choses comme ça. Enfin, quand tu pars pas en main, pas en entraîneur, voilà, c'est ça. Nouveaux, donc c'est quand même un signe. Je suis vraiment toujours au rang d'élève. Oui. Je vais pas me permettre de me lever en disant bon allez les gars, on va faire tel exercice aujourd'hui. Non, c'est pas mon rôle. Bien sûr. Je peux prendre l'échauffement, des choses comme ça. Ouais. Ça y a pas de souci. Du coup, oui, juste pour donner un petit background, juste un petit disclaimer là-dessus, parce que je parle comme si j'étais dans le game depuis 3 millions d'années. Pour donner un petit disclaimer, j'ai commencé mon entraînement il y a 1 an et 2 ans maintenant. Vu qu'on arrive en juin, ça va faire 2 ans. Donc on peut ouvrir le champagne pour ça déjà. Allez. Mais voilà, j'ai pas beaucoup, je catch pas beaucoup dans le monde, ne serait-ce qu'en France. Pour le moment, je me produis que dans un seul endroit, à la PWP, donc la Lucha Libre, comme tu l'as fait remarquer auparavant. Mais donc, je sais vraiment pas grand-chose. Par exemple, je ne connais pas la réalité d'être sur la route quasiment tous les jours de la semaine. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, parce que je me situe entre le semi-pro et ce que j'appelais le weekend warrior pour le moment, vu que j'ai encore d'autres obligations hors du catch pour ma part, qui seront peut-être amenées à disparaître ou à empêcher ma pratique du catch. Je ne sais pas. Tu me parlais en off que c'était une réflexion que tu avais d'ailleurs encore actuellement. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Si je vais raccrocher complètement mes bottes, si je vais être juste un petit week-end warrior sur Paris, ou si je vais essayer de devenir le prochain Haybuck. Mais du coup, je peux pas non plus me prononcer sur tous les aspects de la vie professionnelle, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut voir et juste qu'on peut entendre auprès des plus anciens, plus expérimentés au niveau du catch français, qui peuvent donner à réfléchir quant à la place du catch français dans le paysage européen. Oui. On est toujours très marginal par rapport à des gros pays tels que l'Angleterre, que l'Allemagne, même tel que le Portugal. Le Portugal a un très bon centre de formation et une très belle structure. En partenariat d'ailleurs, avec des liens réguliers avec la PC. Qui est la CPW si je me souviens bien. Je crois, je ne peux pas dire de bêtises, on vérifiera en billet de l'émission. Mais du coup oui, on est vraiment... Notre niveau est bas par rapport à eux. On n'est pas très bien vu pour le moment, mais ça tend à s'améliorer justement grâce à des pointures comme cité précédemment. Tels que Archer, Senza Volto, la Rufa, avec le blanc. Effectivement, avec le blanc, c'est vrai que j'avais eu à ce micro-là, qui est vraiment une sensation montante, peut-être entre guillemets à peine derrière Senza Volto, je veux dire en termes de chronologie, je parle, je compare même pas des talents, parce qu'ils sont aussi chacun à leur niveau autant talentueux l'un que l'autre. Alors après, il y a des petites réalités dont on parle pour les professionnels, mais que les gens qui découvrent le catch ou qui veulent s'enrichir là-dedans en écoutant le catch à casse se demandent, c'est qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation, en termes de financier, par exemple, tu vois, l'achat de matériel, des choses comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu investis au-delà de ton entraînement et de ta pratique par rapport au catch? C'est quoi ton budget catch, on va dire, bêtement? Alors mon budget catch, il est réparti en plusieurs catégories. Ouais. Le premier, c'est un petit peu quand tu commences. Première chose que j'ai fait dès mon deuxième entraînement, j'ai acheté des genouillères. Et des bottes. Qui sont même pas des bottes de catch, qui sont des bottes de boxe, mais qui sont déjà un peu plus professionnelles que juste venir en Adidas. C'est ça.
Et les genouillères, très important, même des petites genouillères. Moi, c'est des genouillères de volleyball, Mhm. Kipsta, truc Decathlon qui coûte 20 balles. Ouais. Pour moi, ça fait très bien l'affaire. Même à mon niveau, même plus tard, en vrai, je peux performer avec parce qu'on les voit pas. On les voit pas, personne ne saura Oui. jamais que c'est des Kipsta. Mais pour moi, ça fait très bien l'affaire. Après, plus ça va aller, plus on va me demander du. Enfin, c'est pas on va me demander, mais dans le fait que je veux respecter le business. C'est ça je va de soi refuse- pour toi. J'ai fait ça une fois, de catcher en jean et en chaussures. Parce que j'avais pas encore de. Ma tenue était faite, elle n'était pas encore arrivée. Elle était D'accord. en train de livrer. Et c'est quelque chose que je déteste complètement. Oui, bien sûr. Le terme de, qu'on dit ça en Amérique, de trash bag wrestler. Donc c'est ces catcheurs qui ont aucun. Il y en a peut-être, j'en connais, hein, qui catchent en jean, t-shirt, qui sont peut-être très bons in ring, mais pour moi, ces gens ne respectent pas l'art. Ouais. Est-ce que tu respecterais un gars qui va qui joue au foot et qui arrive en vieux boxeur et avec juste des baskets normales et pas des baskets à crampons? C'est une bonne analogie. Alors moi, pour te répondre non, mais j'aurais pu te répondre déjà avant, de toute façon sur les catcheurs, tu t'en doutes. mais oui, bien sûr. Donc toi, bon, ça va de soi. Donc il y a ce budget-là, effectivement, tenue, genouillère, etc. Ce détail-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être dans ton budget catch Votre tenue, juste pour revenir sur les tenues, au niveau des prix, oui. Ça peut aller aussi bas que 50, 70 euros si vous cherchez bien sur internet. Par exemple, ma tenue a coûté très cher, a coûté dans les 300 euros, mais c'est quelqu'un de renom qui l'a fait. Ouais. Une personne qui, entre autres, et je ne savais pas, a fait des tenues pour la New Japan. Donc, génial. Si vous voyez la tenue de Will Ospreay à Best of Super Junior en 2017, sa tenue Spider-Man, c'est la même personne qui a fait ma tenue en l'occurrence. Ah, c'est super classe ça c'est. Ouais. Si vous voulez regarder un petit peu son travail, c'est Airhead Diva sur Facebook. D'accord. Très, pour le coup, gros props à elle. Ouais. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. D'accord. Impressionnantes et qui vont tenir jusqu'à la fin des temps. Ouais, d'accord. Mais au niveau de mon budget, j'ai aussi un budget qui est un peu moins cool, qui est mon budget blessure entre guillemets. Oui, c'est un de ceux que j'avais malheureusement à l'esprit. J'ai de la chance, c'est que je me blesse pas beaucoup. Ouais. Quand je me blesse, c'est hors de mes entraînements. Voilà. Mais il m'est arrivé de catcher et puis d'avoir des douleurs, par exemple des douleurs au dos, des douleurs à l'épaule. Et moi, je préfère être safe et juste aller, même si ça me coûte un peu d'argent, d'aller à l'hosto, d'aller voir mon médecin, d'aller faire une radio, juste pour vérifier que j'ai rien. Du coup, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez, je connais des catcheurs qui ils ont l'épaule pétée, ils vont faire non c'est bon, je peux continuer, allez salut à demain. Ils vont pas aller à l'hosto, hein, c'est pas un souci. Je vais la remettre tout seul et puis c'est parti. C'est ça. Mais du coup pour moi, je préfère. Mon corps est important vu que c'est un petit peu mon outil de travail quand je catch. Si je peux le préserver le plus longtemps possible, ça va faire que je vais pouvoir catcher le plus longtemps possible. Donc voilà, je préfère payer un petit peu. Ouais. Mais ne pas être cramé plutôt que. Non, je vois tout à fait l'idée. Après, bon, chacun, comme tu le disais très bien, voit midi à sa porte, mais c'est vrai que qu'on vise un rôle de catcheur semi-pro, voire professionnel ou pas, j'aurais quand même tendance à dire, s'il y a des jeunes auditeurs, auditrices, c'est peut-être ce que vient de vous dire Volodia, c'est peut-être la meilleure attitude à adopter de manière globale en termes de santé. Hein. J'ai envie de dire, s'il y a bien un budget sur lequel il faut pas rogner, qu'on fasse du catch ou pas, c'est peut-être celui-là, sans virer à l'hypochondriaque. Donc on a vu budget tenu, budget santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit ? Ah oui, il y en a un, du coup, comme je l'ai fait remarquer, que je ne connais pas encore, mais qui est le budget de déplacement. Et ouais. Parce que quand on est amené, par exemple, juste en restant en France, si on est amené à catcher par exemple à Douai ou dans l'Ouest pour West Catch, donc qui est à Nevers, je crois. West Catch, c'était à Brest. C'est Brest. À Brest, oui. Brest. Donc voilà, si vous êtes amené à catcher par exemple à West Catch, donc à Brest, à la CACC à Douai ou n'importe où, ça va vous demander des frais de déplacement. Ouais. Le fait est que quand vous avez de la bouteille, quand vous êtes connu
dans le milieu, vous pouvez demander un défraiement, il n'y a pas de souci, c'est même normal au final. Mais quand vous commencez, on recommande d'être plutôt humble. Mais même ça vaut, pour le coup, ça vaut dans tous les milieux en vrai. D'être plutôt humble, et si tu peux prendre en charge ton déplacement, ou par exemple, même si on te propose un défraiement, tu vas pas prendre l'avion, bien sûr, tu prends moins cher. Tu vas prendre un covoit. Un covoit, un train si on a vraiment une grosse réduction, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Ce qu'on recommande souvent, et même pour l'organisation et pour le côté humain, c'est plus fun, c'est de faire des covoites avec d'autres catcheurs ou avec d'autres gens du monde du catch, parce que c'est assez fun. On rigole bien. Et après, on a des petites anecdotes à raconter, c'est un peu. D'ailleurs, il y a un groupe, je me permets de t'interrompre, sur Facebook qui est très organisé, qui s'appelle, je crois, Covoit Catch. Catch Covoit. C'est dans l'autre sens, je le disais bien. Je vous invite à regarder, que ce soit en tant que spectateur pour aller voir des matchs, parce que parfois c'est dans des endroits, quel que soit l'endroit où vous venez en France, qui ne sont pas forcément bien desservis. Donc en l'occurrence, ça peut être très pratique. Et puis en plus, non seulement vous savez avec qui vous voyagez, et en plus vous voyagez avec des gens qui aiment ce que... Donc c'est difficile sur le trajet de s'ennuyer. Vous allez sûrement parler de ce qui vous fait faire le trajet. Donc voilà, tu parles, excuse-moi, des trajets. Donc, au niveau des déplacements, de la nourriture, et des logements aussi. Bon, là, ça c'est souvent un petit peu plus compliqué si vous catchez à l'extérieur. Certains promoteurs vont être très très sympathiques et ils peuvent vous héberger ou vous trouver quelque chose pour vous héberger, il n'y a pas de souci. Mais dans certains cas, il faudra trouver par exemple un Airbnb pour vous-même, ou si vous avez des contacts dans la région, vous hébergez. Donc oui, c'est un budget qu'il faut pas renier. Mais il ne faut pas vous dire que tout de suite, là, voilà, vous commencez le catch, il ne faut pas tout de suite vous mettre de l'argent de côté en disant faut que je vais me déplacer et tout. C'est quelque chose qui viendra bien plus tard. Voilà, pour donner, comme je disais, ça fait 2 ans que je m'entraîne, ça fait à peu près 6 mois, un peu plus que 6 mois que je catch assez régulièrement. Et j'ai pas encore été j'allais être appelé à un seul show extérieur à Paris. Donc, vraiment, c'est un budget qui viendra bien plus dans bien plus longtemps. Pas se mettre de pression, la tenue et la santé, déjà, c'est les 2 vrais budgets à avoir à l'esprit. Ok. Est-ce que tu en vois d'autres ? Moi, j'en voyais peut-être un dernier, mais je sais pas si toi, spontanément, tu vois d'autres. Je pensais tout simplement les abonnements pay-per-view, ou tout ce qui est, on va dire, documentation peut-être sur ton art, sur notre art, on va dire, vu que je considère comme toi. Typiquement, avoir... bon, c'est vrai que ça peut être accessible, on va pas faire les naïfs de manière relativement gratuite en ne souscrivant pas à ces pay-per-view-là, mais ça rejoint peut-être l'idée de faire partie de la grande famille du catch et de se dire que c'est un domaine, si tu payes ton abonnement, tu sais que tu fais vivre telle fédération. Alors pour ma part, je crois pas forcément que ça se... Enfin, c'est pas parce que t'es catcheur qu'il te faut un abonnement non, pas systématiquement, aux différents networks qu'on peut trouver. Oui. Mais ça c'est plutôt du côté fan en fait. Pour moi, c'est en tant que fan, je vais prendre mon abonnement au network de la New Japan ou autre. Mais pas en tant que catcheur. C'est pas moi en tant que catcheur, je me dis tiens, je vais regarder ça. Parce qu'au final, il y a tellement de documentation sur internet, juste par exemple sur YouTube, vous pouvez trouver ce que vous cherchez. C'est certain, oui. Il n'y a pas forcément besoin. Par contre, j'y ai repensé en même temps, un abonnement qui est important, qui est très important et qui va en fait dans la santé et dans la tenue en l'occurrence, c'est la salle de sport. Oui. Il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir le physique que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Ça, on est même dans une ère où même au niveau du catch, on a des Kevin Owens qui sont pas non plus les plus grands hédonistes du monde. Hein. C'est ça, oui. Mais vous allez à la salle ou au moins faites un peu de sport vous-même, et il y a un cardio. Le nombre de catcheurs que j'ai vus, pas juste en France, hein, dans le monde entier, sur la scène indépendante, les gars, ils font deux clés de bras, 3 arm drag et ils sont essoufflés. Complètement essoufflés, ils sont au bout de leur vie. Là, non les gars, vous n'êtes pas des bons. Enfin, je suis désolé pour moi. Selon moi, vous n'êtes pas des bons catcheurs. Allez un peu à la salle. Je vous dis pas non plus d'aller. Même si pour être pro, je le conseille, c'est de pousser de la fonte, hein, mais et de faire un vrai régime. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour parler de ça là-dessus. Hein, moi, je suis loin du compte.
Mais voilà, au moins travailler votre cardio. Oui, il n'y a pas Ça, besoin ça- de virer culturiste comme tu étais un peu en train C'est de ça. dire et qu'il y a des physiques, ça c'est intéressant, on rebondira peut-être tout à l'heure, qui sont très variés. Mais bon, quand tu dis pousser de la fonte, c'est pas que ça devienne une obsession, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose où on est amené, ne serait-ce que par sécurité et par respect Ah bah de oui. son partenaire, à pouvoir gérer, parce que même si c'est une prise qui n'est pas prévue, si on peut aider le partenaire, voire copain qui a botché, donc qui a raté sa prise et le rattraper, bah, c'est quand même pas mal d'avoir un peu poussé Oui, de fonte clairement. justement pour pouvoir soutenir éventuellement son poids. Voilà. Oui, effectivement, tout simplement, la salle de sport, j'allais venir dans un autre moment, mais oui, ça fait partie des... Bah, de manière générale, ça va dans votre santé. Ouais, oui. Et puis même pour vous, hein, pour la manière dont vous allez pouvoir encaisser les coups. Oui. Si vous avez par exemple, vous avez travaillé vos trapèzes et votre dos, les chutes vont être beaucoup plus douces que si vous tombez directement sur vos os. Quoi. C'est certain. C'est normal. Ça va servir un petit peu de renforce, enfin de rembourrage. Si vous Oui, voulez. oui. Et du coup, c'est pour ça, même pour vous, c'est très important. Pour ça, moi, c'est quelque chose que je conseille très fortement. C'est d'aller au moins à la salle. Même si vous n'allez pas à la salle, en l'occurrence, si vous faites au moins genre du cardio pour vous-même et que vous faites par exemple, vos abdos, vos exercices tranquillement chez vous, pour moi, c'est nécessaire. Sans virer au One Punch Man, vous pouvez tout à fait, pas besoin de faire 100 pompes, 100 abdos par jour. Mais plus sérieusement, ce que tu viens de dire, ça m'a pas mal intéressé, le rapport justement au corps, parce que c'est bien quand des gens justement de la profession, même si comme tu disais avec humilité, et tu as raison, encore à une échelle professionnelle, c'est justement la variété des corps, et c'est pas souvent dit. On peut arriver malheureusement comme dans tous les domaines à ce qu'on appelle du body shaming, donc montrer du doigt telle personne parce qu'elle n'a pas soi-disant un corps, alors que quand on regarde un minimum l'histoire du catch, on voit que quand même il y a eu des corps très variés. Oui. Si on voit un Ric Flair, même à son meilleur, il avait toujours une petite poignée d'amour qui allait bien. L'idée c'est pas d'avoir un corps impeccable, et que ton exemple de Kevin Owens c'est parfait aussi. Et à l'inverse, même des catcheurs ou catcheuses très très secs, donc si on prend on va dire la polarité inverse, opposée plutôt. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé malheureusement d'être confronté à ce genre de situation-là, de personnes qui vont avoir un discours sans forcément être hyper offensant ou discriminant, mais de se dire lui ou elle c'est pas un catcheur parce qu'il n'a pas tel ou tel physique, tu vois, une vision peu j'ai déjà vu ça sur internet, sur des groupes Facebook, où par exemple il y a eu un show récemment qui était l'ABC, qui faisait un tournoi féminin où ils ont fait venir la catcheuse écossaise Viper. Oui. Donc, qui a participé génial. au Major Classic en 2017. Tout à fait, exactement. Qui est qui est un petit peu forte, oui. en l'occurrence, et qui crachait dessus. Mais chose qui est assez drôle en l'occurrence, c'est que tu sens qu'il y a une certaine insécurité même chez ces gens-là, les gens qui critiquent. Parce que quand tu regardais les gars qui disent Viper elle est grosse, c'est pas une catcheuse et tout, elle devrait aller à la salle. Tu cliques sur son profil, c'est pas Apollon non plus. Genre, oui, d'accord, tu peux y aller aussi. Hein, prends ton abonnement en passant, allez, hop. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté vraiment d'y accorder beaucoup de crédit. Personnellement, j'essaie de faire j'ai un travail sur moi à faire, j'en suis combien conscient. Mais si quelqu'un va venir me le dire, j'attends qu'il soit plus ou moins irréprochable là-dessus. Ou que ça soit vraiment, que ça aille dans ton sens, que ce soit une critique constructive. Voilà. Si quelqu'un vient me voir en disant t'es gros. Ouais. Regarde, je fais d'accord, fais des pompes. Ok. Après je me barre. Donc voilà, moi, j'ai arrêté mais après c'est comme ça vient aussi de ma vie personnelle, en l'occurrence, où j'ai arrêté vraiment d'accorder du crédit à ces gens-là. Sauf si, voilà, comme tu as dit, ils ont un truc vraiment intéressant, une vraie remarque par exemple argumentée sur quelque chose qui peut être intéressant. C'est tu fais des si je faisais genre 200 kilos et que je faisais des moonsaults, ce qui va me faire ok, c'est stylé mais c'est un peu bizarre. Je sais qu'il y en a, il y a un catcheur sur la scène indépendante qui le fait et c'est ultra impressionnant en l'occurrence. Tu penses à Kisly? Je me souviens plus de son nom, j'avais juste vu une vidéo. Un mec noir, très baraque. Ouais, qui c'est Kisly, ouais. Oui. Je me souviens plus de son nom du coup. Qui est à la PWG. Oui. Entre autres. D'accord. Ok. Oui. C'est impressionnant, mais non, ça rend. Enfin, je sais pas, moi dans ma vision du catch, c'est pas forcément. Je m'attends pas à ce qu'un poids lourd fasse des moonsaults.
Oui, Et oui, du oui. coup, je peux entendre que quelqu'un vienne me dire oh bah pourquoi tu fais ça. Mm. Je peux entendre, hein, c'est pas de souci. Peut-être que je le prendrai pas en compte, peut-être que Ouais. j'arrêterai de faire des moonsaults si ça vraiment ça gêne. Mais je vais pas juste me faire oh, ok bah je m'en fous de ce que tu me dis, va-t'en, laisse-moi tranquille. Ouais, d'accord. Tu prendras ce qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, d'éventuellement constructif. Mais après, c'est vrai qu'on est aussi peut-être pas habitué. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, quand un type comme lui arrive, faut se dire que c'est quand même un gars qui doit avoisiner, je pense, aisément les 2 mètres et faire peut-être, pour donner un titre d'indication, peut-être dans les, je dirais, 150, pas loin des 150 kilos, 120, Le Kisly, ouais, dont on parle, ouais. et qui, voilà, fait... 160 pounds, si je me souviens bien. Ah oui, tant que ça, Non, waouh. c'est ok, vraiment, d'accord. il est Ouais. vraiment lourd. Ouais, je mettais la barre un peu en dessous, mais déjà, voilà, 2 mètres 150 kilos, ça paye ton gabarit. Et voilà, donc ça peut être surprenant dans les images auxquelles on est habitué, de se dire qu'on va plutôt voir des luchadores un peu moins costauds, on va dire. Alors, on aura parlé quand même de pas mal de choses. Moi, je pensais peut-être, dernier tour de piste, la question un peu classique que je fais aux catcheurs, qui est de se demander si tu avais une fédération de rêve, on va dire, si ton parcours continue, tout le malheur que je te souhaite, je touche du bois en même temps, concrètement, qu'est-ce que tu viserais, quel type de fédération, lesquelles tu aimerais bien faire un tour, lesquelles tu aimerais bien poser tes valises À très long terme. Ouais, voilà, moi, ça peut être court, moyen, long terme, quoi tu le sens. Alors, à très long terme, je vais être assez classique. Hein, Ouais. Mais une grosse fédération, un truc stable tel que je sais pas, la WWE ou New Japan, Ouais. serait quelque chose qui me ferait rêver. Ouais. Mais c'est plus dans le sens où ce serait quelque chose de stable. Oui. Je serais très heureux, je pense que si je fais de l'indépendant au niveau de gens comme Pete Dunne, Ouais. qui maintenant signé un contrat un peu spécial avec la WWE, Mhm. mais voilà, non, Taylor Bate aussi en fait. Mais, voilà, des catcheurs britanniques Ouais. qui travaillent sur la scène indépendante. Ou, Mhm. je vais prendre l'exemple de Matt Cross, Oui. que j'ai fait un Ouais. séminaire avec lui récemment. On y reviendra Matt juste Cross, après. donc, Son of Havoc, Oui. à Lucha Underground. Lucha Underground, ouais. Qui voilà, lui est un catcheur indépendant, même si voilà, lui par exemple il a un deal à la télé, mais c'est pas un truc enfin c'est pas aussi stable que par exemple la WWE ou dans une certaine mesure Impact. Mais c'est quelque chose que pour moi j'aimerais. C'est quelque chose que je pourrais voir à long terme, juste le fait d'avoir la stabilité, Oui. de me dire bon, je vais faire mes shows et tout. Mais je vais avoir ma maison, je vais pouvoir payer mon loyer, tout va bien se passer. C'est ça, ou même tous les frais dont tu parlais avant. Hein. Très souvent, les gens vont se dire oui. c'est de l'appât du gain, mais c'est la réalité aussi d'avoir des sous de côté en cas de. Toi, tu parlais de blessures entre guillemets petites blessures, mais il y a des cas où il y a malheureusement des chirurgies, de la rééducation, etc. Et en fonction du pays dans lequel tu es, on n'a pas tous la chance comme en France d'avoir une certaine forme, même si ça change un peu politiquement, hashtag militantisme, de couverture sociale qui permet d'un peu amortir les frais. Voilà, Ouais. ça, si j'étais en Amérique, Ouais. je t'avouerais oui. que ma blessure, je regarderais ma jambe et je ferais non C'est mais ça. tu vas continuer à fonctionner, hein, Oui, parce oui, que faut parce que t'as manger. pas le choix. Ouais, Ce qui est assez vrai sur le circuit indépendant. Par exemple, je peux prendre l'exemple il y a 2 ans de le catcheur indépendant DJZ qui Ouais. était aussi à Impact entre autres, Ouais. qui avait le bras cassé et genre il était la main dans le plâtre et il continuait à catcher sur le circuit indépendant. Il est venu en France à la PC, il a fait un match exceptionnel mais avec Ouais. un bras dans le plâtre Ah, et ça le gênait pas, genre il faisait des dives, il faisait des roues et tout ouais, à ouais. une seule main, c'était impressionnant. Waouh. Mais parce que déjà lui il adore ça. Ouais. Le gars il a failli mourir 3 fois sur le ring et il continue. C'est une Waouh. brute, hein, il adore ça. Mm. Mais après il y a aussi voilà, cette question du s'il s'arrête, il n'y a plus de thunes quoi. Donc, Ouais, bien sûr. Après, donc voilà, typiquement les deux pour la stabilité, non pas la stable, pardon, mais les amis du bon mot anglais apprécieront. WWE, NJPW, sur lesquels tu aimerais bien passer, tu vois, si t'arrivais à les grands chelems, t'arrives à négocier en plus tour illimité où t'as envie, Alors, sur le dans chemin, l'indé, ouais, sur le chemin. Alors j'aimerais
ça peut paraître bête, hein, mais j'aimerais catcher en France et faire grandir le niveau en France. Ouais. C'est pas rien, oui. Que je suis, que je suis le nouveau Kenny Omega. J'aimerais vraiment catcher un petit peu partout en France et voir le territoire français grandir. Et vraiment grandir. Sinon, après, catcher dans des grosses fédérations telles que Progress, les fédérations allemandes telles que WXW ou CWP du coup au Portugal. Si je veux catcher, mon but un petit peu par exemple moyen terme, c'est de catcher en Europe. C'est de me faire un nom un petit peu sur le circuit mondial européen. et pas européen. Forcément mondial pour le moment. Mondial ça viendra peut-être. Enfin, de après. rester toujours quand même. Européen, D'accord. Et après, si je suis amené à me déplacer aux États-Unis, ce serait de me faire un nom sur le circuit indépendant américain à ce moment-là. Et voilà. Ok. Bah écoute, joli tour du monde en perspective. J'espère que tu feras un maximum de ces destinations-là. Tu as amorcé, c'est très bien, une des dernières questions que je vais te poser. Ce qu'on appelle les masterclass qui je dirais, qui se démocratisent un petit formation masterclass. Je vais t'arrêter là-dessus parce que je vois d'où vient le terme masterclass. Qui est un terme qui est utilisé par exemple dans les arts plus culturels que le jeu vidéo. C'est ça, c'est pour ça que j'ai rajouté le terme formation. Juste dans le monde du catch, on utilise le terme stage et sinon et séminaire, parce qu'en anglais du coup c'est seminar. Ouais. Voilà, c'est juste petite clarification. Et bah c'est très bien. Parce que moi ça me tilt d'entendre masterclass parce que pour moi c'est. Tu fais très bien de l'utiliser. Est-ce que c'est là je pose vraiment la question de manière par rapport à ce que ta remarque. Est-ce que c'est problématique pour toi l'utilisation de masterclass des personnes qui font passer ces stages séminaires sous l'appellation masterclass? Est-ce que tu penses qu'au niveau de la communication, même pour eux, est-ce que tu penses que ça peut leur porter préjudice d'appeler ça comme ça? Pas forcément, mais personnellement la vision que j'ai d'une masterclass, qui est du coup la vision que j'ai des masterclass par exemple dans le cinéma et dans le jeu vidéo, qui sont en fait des espèces de rétrospectives de la carrière d'un individu, après avec des points un peu particuliers sur quelque chose. C'est ça, Mais après je sais très bien qu'il y a des masterclass où c'est plutôt des cours. Je sais qu'il y a un site qui le fait, qui s'appelle d'ailleurs masterclass.com, qui fait des trucs de cinéma et autres. Mais voilà, pour moi cette idée c'est une masterclass. C'est plus dispenser un savoir au sens intellectuel, apprendre via de par la vie et le parcours de quelqu'un. D'accord. Alors que pour moi un stage ou un séminaire c'est vraiment vous pouvez faire le headlock comme ça, ou si on prend d'autres d'accord. Là en filmant, par exemple si on prend l'exemple du cinéma, c'est en filmant de telle manière ça peut donner telle émotion. C'est pour moi, après je peux comprendre les deux appellations. Mais pour ma part, stage et séminaire, c'est quelque chose de beaucoup plus direct et head-on. Par exemple, dans le monde du travail, un séminaire, ça va être une formation. Bien sûr. Beaucoup plus une formation. Alors qu'une masterclass, ça va vraiment être une présentation de quelqu'un qui va venir en extérieur et expliquer quelque chose. Voilà. Ok, très bien. Non mais ça, tu fais très très bien de mentionner tout ça. À la limite, si tu veux choisir un terme anglo-saxon à choisir, au pire du pire, ce serait plus workshop, quoi. Ce serait côté atelier, parce qu'il y a une vraie pratique derrière le fait d'expliquer des choses, quoi. Après, c'est vrai qu'on peut parler de workshop dans un cas de. Pour moi, un workshop. Alors, je fais un petit peu d'attention sur des termes. Non, t'as raison. Au final, t'as raison. J'ai peut-être tort, mais pour moi, un workshop, après, c'est au sein d'une activité globale. Oui. Un workshop, ça va être un petit truc. C'est ça. Un petit morceau, par exemple, dans le cas d'un AWE pour les tryouts au Performance Center à Orlando. Ils font plein de petits workshops, ils font plein de rings. C'est ça. Ils font plein de petits workshops où, par exemple, ils font que des roulades, voilà, un workshop suplex, je dis n'importe quoi, mais ouais. Donc, pour moi, un workshop, c'est vraiment spécialisé, un micro-objet, d'accord. Une micro-activité dans un truc plus global. On a vraiment fait de la terminologie, mais blague à part, c'est aussi le but du catch à casse. Et ce qui m'amène finalement à ma dernière question. Donc, tu en as suivi 2 stage il n'y a pas longtemps, enfin quelques mois d'espace, donc un avec Matt Cross, tu viens de le dire, et le précédent avec roulement de tambour, avec l'actu. Oui. L'actuel. Je pense pas qu'il va perdre sa ceinture d'ici la diffusion de ce podcast. L'actuel champion WWE UK, Pete Dunne, voilà. Le Brotherweight. Qui était du coup de passage en France en février. Tout à fait. À la PC d'ailleurs. À la PC, du coup, c'est une chose assez intéressante. C'est souvent, et on fait ça se fait assez souvent dans les grosses structures. C'est quand ils font venir un invité de marque
beaucoup de structures, pas juste la PC, hein, même dans d'autres pays, Oui. ils essayent de faire un séminaire avec lui, avec cet invité de marque, Ouais. 1 ou 2 jours avant, souvent. Ce qui est intéressant pour tout le monde aussi, oui, même d'un clairement. point de vue. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ces deux expériences-là, en plus avec deux catcheurs relativement différents dans leur style, ce que tu en as retenu? Alors, au niveau des séminaires, déjà, il y a deux choses très différentes là-dedans. Il y a deux choses très différentes au niveau juste du nombre de participants. Bah oui. Pour donner un exemple, pour Macross, on était 9. Pour Pitdon, on était au moins le double. Ce qui fait que ça rendait le travail beaucoup plus difficile. Plus il y a de monde, plus on met de temps pour faire un seul exercice, vu que tout le monde doit passer. Moins on a le temps de faire plein d'exercices et d'être un minimum personnalisé. C'est mathématique. Sur chaque chose. Ouais. Alors que par exemple avec Macross, on a pu faire même des petits matchs, il nous a donné des feedbacks et tout, c'était vraiment intéressant. Alors qu'avec Pitdon, c'était plus de la théorie parlée, c'était peut-être un petit peu plus dommage. Après, il y a aussi une question du temps. Parce que là, du coup, tu as cité deux des derniers stages que j'ai fait, à savoir Pitdon et Macross. Mais deux autres stages que j'ai fait qui étaient avec un temps beaucoup plus long. Entre le premier que j'ai fait était du coup avec DJZ. Du coup, c'est pour ça que je savais qu'il avait le bras cassé parce qu'il était venu à la PC. C'était un stage de 5 jours, parce que c'était un lundi. Ok, donc une semaine. Non, 3 jours. C'était lundi, mardi, mercredi en l'occurrence. D'accord. C'était 3 jours. Et un stage avec l'illustre Nitro Touareg, donc grand catcheur, pas très connu de nos contrées, mais très grand catcheur de la CMLL, donc au Mexique. Qui est du coup on en parlait de Dick Rivière, qui est là où il catch en ce moment, qui vient tous les ans à la PC pour une semaine complète, donc du lundi au vendredi c'est le stage, et après le dimanche la saison de la PC se clôture par Lucha Mania, donc un dernier grand show. Et déjà là, le fait d'avoir 3 jours dans le cadre de DJZ et une semaine dans le cadre de Nitro, ça permet d'approfondir beaucoup plus. C'est sûr. Parce que dans le cas des stages de un jour, un jour ou une après-midi, Pitdon c'était un jour complet et Macross c'était juste l'après-midi. C'est beaucoup plus théorique, c'est beaucoup plus de vous pouvez faire comme ça, comme ci, comme ça. C'est des petits ateliers. Alors que par exemple, dans l'exemple avec Nitro, chaque jour on faisait déjà c'était un 9h-18h pendant 5 jours. Et du coup, on faisait beaucoup plus de choses. On commençait bas, mais plus on montait en intensité. On faisait des trucs de plus en plus compliqués, adaptés un petit peu au niveau de tout le monde. Il y avait un vrai suivi. Ouais, tu commences pas avec la même mentalité, effectivement. Ton corps n'est pas prêt de la même manière. C'est vrai que oui. Vraiment, Et c'est très important, je pense, c'est ce détail que tu donnes, le nombre de jours dédiés, parce que on parlait en off de ce point-là, et il y a c'est pas non plus en train de devenir un problème national non plus, mais le cas où il y a effectivement des séminaires qui sont ouverts comme ça, peut-être un trop grand nombre, et notamment pas forcément suffisamment qualifiés, rend les choses problématiques, parce que comme tu disais, c'est mathématique, il y a moins de temps pour les différentes personnes qui ont payé leur inscription, et puis si elles s'y connaissent pas, on va pas leur apprendre sur le moment qu'est-ce que c'est que telle prise du B.A.B.A. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que en fonction de quelle est ta pratique, ton corps sera pas prêt de la même manière. Évidemment, si tu as l'habitude, comme tu préconisais tout à l'heure, d'avoir ta pratique régulière à la fois en salle et pendant tes entraînements, tu es relativement tranquille, couvert, machin. Quelqu'un qui vient en mode récré, c'est pas top pour lui. Du coup, il y a effectivement ce problème du tout niveau. Il y a certains stages qui acceptent tout niveau, d'autres où c'est ce qu'on appelle réservé aux workers, donc les gens qui ont déjà des bookings et autres. C'est ça. Mais le problème de ça, c'est c'est du coup ce qu'on disait hors antenne, qui était le fait que, par exemple dans le cas de Pitdon ou même de Macross, mais là c'était moins le cas. Mais par exemple dans le cas de Pitdon, il y a plein de gens qui viennent et qui n'ont jamais rien fait en fait, qui viennent juste parce qu'ils connaissent le nom de Pitdon, c'est des fans, ils viennent pour apprendre. Oui, leur intention est bonne, il n'y a pas de souci, je veux pas les décourager. On n'est pas là pour juger, Je veux pas les décourager, mais du coup, ça veut dire que les plus expérimentés apprennent moins. Mais le problème là-dedans, c'est que où est-ce que tu mets la limite ? Parce que quand tu dis réservé aux workers, est-ce que tu considères que tu dois absolument avoir des bookings tout le temps pour pouvoir le faire ?
auquel cas, bon, ça veut dire que moi je pourrais pas, je pourrais pas aller à ce Voilà, genre de stage. typiquement. J'ai un niveau qui pourrait me permettre de le faire, mais je sais que par exemple, moi avec mon niveau, je risque peut-être de ralentir d'autres catcheurs tels que A-Buck ou avec Leblanc. Typiquement, ouais. Trucs qui sont un niveau bien au-dessus du mien. Pour preuve, c'est mes entraîneurs. Un niveau bien au-dessus du mien. Mais c'est pour ça en fait mon problème sur tout niveau ou réserve aux workers, en fait je pense que chaque personne devrait peut-être se faire la réflexion, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille pour une première expérience? Je pense pas. Pour vraiment une première fois, je pense pas. Si tu veux rencontrer un petit peu ton idole, machin, libre à toi, mais personnellement, je serais plus d'avis de viens au show, parle-lui un petit peu si tu as la possibilité par exemple d'avoir un billet VIP ou n'importe quoi. Par exemple. Prends-le pour parler avec lui. Même en France, profiter de l'âge d'or qu'on a en ce moment. Les gens ne mesurent peut-être pas, mais les shows sont les stars sont extrêmement accessibles lorsqu'elles passent en France. Moi, j'étais le premier surpris. Sincèrement, on a beaucoup parlé de l'APC, mais c'est pas les seuls. Quand vous avez des stars internationales, moi j'étais étonné de la disponibilité typiquement de Pete Dunne quand il était passé. Il restait un temps hyper conséquent au-delà de derrière son stand à faire des photos. Voilà, sincèrement, même si c'était simplement, si on est en mode vraiment type hyper parano et se dire c'est des directives de la WWE pour faire prendre, je ne pense pas. Je pense que si vous voulez faire de la visibilité WWE en France, ils pourraient le faire autrement. Je pense que c'est une vraie générosité pour l'instant et qu'ils voient que les gens sont attaqués. Enfin, non, pour le coup, ils sont vraiment même tout le temps. Et c'est pas juste en France, c'est dans toute la scène indépendante. Bien sûr. Vu que c'est un peu plus petit, par exemple, si tu vas à un show de la Progress, tu vas avoir les catcheurs qui vendent leur merch directement. Donc les produits dérivés, oui, leur merchandising, donc leurs produits dérivés, qui ont leur petit stand, entre guillemets. Souvent, c'est aux abords du ring ou sur une petite table. Oui, j'avais eu l'occasion d'aller effectivement avant que ça devienne la Defiant, la WFCBW. C'est ça. Oui, c'est exactement ce que tu décris. Il reste accessible. Tu peux aller les voir, tu peux discuter un peu avec eux. Par contre, c'est un truc tout bête, mais juste aller les voir et leur dire que tu as aimé leur match. C'est bête, mais c'est comme aller voir un acteur et lui dire j'ai bien aimé ton film. Oui. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a notre craft, on a bien réussi à retransmettre un petit peu ce qu'on voulait. Donc juste aller leur parler comme ça, déjà ça va engager la conversation. S'il n'y a pas trop de monde, souvent quand il y a du monde, c'est un peu compliqué de discuter, mais ils seront toujours prêts à parler un petit peu, à prendre une photo. N'hésitez pas, ça vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très important, même pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que c'est très important. Avoir les gens qui viennent me voir et avoir un feedback, c'est capital. Juste qui me disent ton truc il était pas très bien, je peux le prendre en compte. Et moi ça me fait plaisir. En fait, je préfère avoir une remarque, même si elle est pas super bonne, que les gens qui s'en vont juste et qui me disent rien. Que j'ai l'impression que j'ai un petit peu raté, même si c'est pas forcément vrai et qu'ils sont très contents, mais juste ils sentent pas de parler, y a pas de souci. Mais voilà, personnellement, moi, je vais me dire. Peut-être qu'ils n'ont pas ultra apprécié ou ça les a pas transportés. Donc n'hésitez pas vraiment à venir parler avec les talents. S'ils sont pas disponibles, s'ils sont en train de partir, ils vont vous le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. On est des êtres humains quand même. On peut être des fois des êtres humains un peu plus en colère que d'autres. Bon, ça arrive. C'est partout pareil ça, de toute façon. Mais très bien. Tant que vous êtes respectueux envers nous, on sera très sûrement respectueux envers vous. On aura fait un joli tour. En tout cas, je vais en profiter pour te remercier, Volodia, d'avoir été au micro. Et puis, je vais te laisser en fait une carte blanche si tu as un mot à faire passer, que ce soit pour ton amour du catch sur autre chose. C'est à toi. Les derniers mots de l'émission sont à toi. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et tout ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez essayer le catch, venez. On vous attend, il n'y a pas de souci. Faites vivre le catch indépendant, le catch mainstream, que ça soit en France, en Europe, n'importe où. Vous avez une passion, c'est important, faites-la vivre et en ayez pas honte. Le catch, c'est pas juste un truc de cirque. On est là, on a tous une passion en tant que catcheur, en tant que spectateur. Faites-la vivre et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, justement. Sur la page Volodia Parker. Voilà. Donc, on peut t'y retrouver. Sera marqué. Que je mettrai en billet, pas de souci. Voilà. Du coup, qui sera sur laquelle je poste quand je catch, ou vous avez des jolies photos de moi qui catch.
Il y en a des très belles. Il y en a des un peu moins belles aussi, parce que j'ai des cheveux longs, c'est un peu l'apocalypse, mais sinon j'en ai qui sont plutôt jolies. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre, un peu toutes les fédérations en France. Et n'hésitez pas vraiment à venir, on a besoin de vous, c'est bête, hein, mais on a besoin de vous, on a besoin de votre publicité, on a besoin de votre amour surtout. Comme dit Restory, catch et amour. Du coup, voilà, merci de nous avoir écoutés et c'est tout pour moi. Voilà. Salut. C'est parfait, merci à toi. Et puis, du coup, vraiment, je confirme, il y a pas mal de choses qu'on vous mettra en billet. On veut parler du covoiturage catch, etc. Ayez la curiosité. Et je rebondis sur le dernier mot de Volodia par rapport au fait, n'en ayez pas honte. C'est un petit peu comme, là, c'est un vieux con qui va vous parler, qui a la trentaine passée, qui va vous dire que à l'époque, c'était pareil pour les jeux vidéo, les mangas, les animés. Ça n'a pas empêché de faire que c'est un truc qui fait complètement dans les mœurs aujourd'hui. Voilà, merci, comme disait Volodia, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à une prochaine fois au KatchaCast. Ciao. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.